Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. La semaine dernière a débuté le deuxième round du dialogue social. L'exécutif y a abordé avec les centrales syndicales plusieurs questions d'actualité, dont la révision du régime de l'impôt sur le revenu, le réexamen d'un ensemble de législations du travail et bien sûr la réforme des régimes de retraite. Une réforme annoncée parmi les grandes orientations de la note de cadrage du projet de loi de finances 2023. Une réforme qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation des bases de l'État social, l'une des 4 priorités que s'est fixé le gouvernement. En plus du lancement du chantier de la réforme des retraites avec une approche participative, le gouvernement s'est engagé également à respecter les délais impartis décidés pour la mise en œuvre des chantiers annoncés par Sa Majesté le roi Mohamed VI, notamment l'élargissement en 2025 de l'assiette des adhérents au régime de retraite pour inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension. La situation critique des régimes de retraite au Maroc a fait l'objet de plusieurs rapports soumis par des institutions nationales dans lesquelles ces dernières font état de grandes difficultés liées à leur pérennité et à leur équilibre financier. En février dernier, le CESE, Conseil économique et social, a préconisé l'accélération de la mise en œuvre de la réforme structurelle et globale du secteur des retraites au Maroc. Comment se décline cette proposition de réforme, autour de quels axes et que pensent les membres du CESE de l'état d'avancement de la réforme des retraites? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Fouad Ben Saddiq, membre du CESE, catégorie des experts, auteur du rapport du CESE en 2018 sur la protection sociale. Il est aussi consultant indépendant, fondateur de FBS Consulting à Paris et ancien cadre à la CNSS où il occupait le poste de directeur des études. Monsieur Ben Saddiq, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Merci. Alors, la semaine dernière a débuté, comme on a dit, le deuxième round du dialogue social et avec les syndicats. Et il a été annoncé la mise en œuvre des dispositions de l'accord du 30 avril 2022 qui concerne la réduction des conditions d'accès à la pension de vieillesse qui passe de 3 240 jours de cotisation à 1 320 jours de cotisation avec la possibilité pour le bénéficiaire ayant atteint l'âge légal de la retraite et disposant de 1 320 d'avoir sa retraite. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est un bon début pour cette réforme? Bien, d'abord, merci pour votre invitation et pour l'invitation et l'intérêt que vous portez aux avis du Conseil économique et social et environnemental. Nous avons produit en mai 2018 un avis sur le système de protection sociale marocain au sens large, c'est-à-dire pour l'ensemble de ses composantes. Oui. À la vérité, cette mesure que vous venez d'évoquer, qui consiste à réduire le nombre de jours exigés pour bénéficier d'une pension à l'âge de 60 ans, ne faisait pas partie des recommandations du Conseil économique et social. Donc l'avis, le point de vue que je vais vous donner à ce sujet est un point de vue strictement personnel qui ne figure pas dans l'avis. Alors, c'est vrai qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de salariés du secteur privé qui atteignent l'âge de 60 ans sans avoir cumulé suffisamment de jours de cotisation pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le minimum de jours pour bénéficier d'une pension de vieillesse était fixé à 3 240 jours. Il y avait un problème, c'est que les gens qui n'atteignaient pas 3 240 jours à 60 ans et qui ne disposaient par exemple que de 3 230 jours ou de 3 239 jours, eh bien, ils risquaient de rien avoir. Sortir avec rien. Même si on est à 3 238. Voilà, il y avait un coup près, un effet de seuil. C'est une aberration. Oui, c'est un effet de seuil qui était un vrai problème. Donc il y avait exceptionnellement possibilité pour les gens de souscrire à une assurance volontaire, mais complémentaire. Pas complémentaire. La loi ne prévoyait pas ça, et donc là il y avait un vrai souci, surtout que la loi, le droit du travail, interdit de travailler au-delà de 60 ans. Donc pour pouvoir travailler au-delà de 60 ans, il fallait demander une autorisation au ministère du Travail, qui est devenu le ministère de l'Inclusion, des PME, etc. Donc ça faisait un vrai souci. Et donc cette mesure peut apparaître effectivement, à première vue, comme une mesure d'équité. Oui. Comme une mesure d'équité qui permet, en abaissant cette exigence,
à des gens qui n'ont pas ce niveau-là qui n'ont pas accumulé le nombre de jours exigés, de bénéficier malgré tout d'une pension qui va être une pension minorée. Quel est le revers? Mais le revers est immense, c'est qu'on risque de régler un problème en créant un autre problème, par d'autres problèmes autrement plus sérieux. Nous sommes dans un monde où les régimes de retraite, pour être équilibrés, ont besoin de cotisations d'une durée plus longue et rassemblant un nombre d'assurés plus large pour pouvoir s'équilibrer et tenir la durée. Donc cette décision est une décision qui est à contre-courant de l'histoire, qui est à contresens. Parce que la tendance mondiale, c'est de repousser l'âge de la retraite. L'allongement de la durée de cotisation. Là, on est sur une mesure qui permet finalement de sortir d'un régime de sécurité sociale, dont on rappelle que c'est un régime qui est obligatoirement et nécessairement fondé sur la solidarité, qui risque d'avoir pour effet un effet d'éviction. Donc il est tout, à votre avis, tout sauf sécurisant, il est précarisant. Parce que concrètement, ils vont se retrouver avec combien ? Eh bien, ils vont se retrouver avec des pensions très minorées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un minimum, un plancher de pension qui a été fixé à 1 000 dirhams. Même pas le SMIC. Même pas le SMIC, mais c'est plus grave, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont, en ayant cotisé 5 ans, avec des petits salaires, se retrouver avec une pension de 1 000 dirhams, au même niveau que ceux qui auront cotisé 10 ans, avec des salaires tout aussi limités, mais qui toucheront la même pension minimale. Donc il y a une espèce d'inégalité de traitement, finalement, face aux prestations. Oui. Alors qu'un principe, c'est que les prestations devraient, à niveau équivalent de contribution, conduire ou permettre un niveau d'allocation égal. Donc, même pour l'amour, ça pose un problème. Même pour bénéficier de l'amour. Alors, les gens qui vont rentrer dans ce dispositif, en fait, ils vont toucher donc une pension, surtout ceux qui n'auront pas les 1320. Alors ceux-là, il est prévu pour eux une espèce d'allocation forfaitaire de pécule. Et on leur donne un pécule, on leur rembourse la part salariale de leur cotisation et la part même patronale de leur cotisation, mais ils sortent complètement du système de sécurité sociale. En sortant complètement du système de sécurité sociale avec ce pécule, c'était déjà aujourd'hui le cas avec les gens qui avaient moins de 3 240 jours, ils sortent, eh bien, ils sortent du système de sécurité sociale, ils n'ont pas de pension de vieillesse, et donc du coup, ils n'ont pas accès au système d'assurance maladie obligatoire, ils versent dans la précarité, et quand on verse dans la précarité, on est à la charge de sa proche famille, et on est à la charge aussi de la communauté. Et donc, du coup, c'est le système du RAMED, voyez, et c'est le système national financé par l'impôt qui va devoir prendre en charge les secours, ou le minimum de secours pour ces... C'est un cercle vicieux. Je ne vais pas vous demander... C'est un cercle vicieux. Absolument. Pour finir là-dessus, vous voyez, derrière toutes ces réformes-là, les réformes, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas des questions techniques. Les questions techniques, c'est juste des outils de calcul. Derrière les réformes, il y a des visions de la société. Et il y a des visions de la valeur qu'on accorde à la protection des gens, à la protection de leur santé et de leur vie. Lorsque on introduit un système comme celui-là, on passe de la justice distributive, qui consiste à verser des prestations qui doivent être proportionnées aux cotisations, et qui doivent aussi favoriser dans la durée la participation des gens au marché du travail et leur inclusion dans le marché du travail. Au lieu de ça, on verse dans ce qu'on pourrait appeler la justice allocative. Vous voyez, c'est qu'on fournit des allocations, mais ce sont des pansements, ce sont des rustines qui ne résolvent pas le gros problème structurel face auquel on est, qui consiste parce qu'il n'y a pas de solution autre pour les pensions que le travail. C'est en favorisant le travail, en permettant aux gens de travailler le plus longtemps possible, dans le respect des droits, dans le respect du droit du travail, avec la garantie, le respect des minima salariaux, et sur de la longue durée, qu'on peut avoir des régimes de protection sociale satisfaisants. Et là, cette mesure, je suis désolé de le dire, cette mesure, elle peut sembler à court terme comme une mesure corrective,
mais je crains qu'elle crée plus de problèmes qu'elle n'en de solutions. On va revenir tout à l'heure aux recommandations, celle-là, pour le coup, parce que celle-là, ce n'était pas parmi vos recommandations. Mais je vais donner quelques chiffres et je voudrais avoir votre commentaire, professeur. Dans son rapport basé sur des missions de contrôle concernant le secteur des retraites, réalisé par la Cour des comptes, il y a ces chiffres. La couverture retraite globale de la population active au Maroc touche à peine 4,4 millions de personnes, donc un taux de couverture qui ne dépasse pas les 43% de la population, donc 6,3 millions d'actifs est constitué principalement de travailleurs non salariés qui représentent environ 50% de la population active totale, ainsi qu'une part importante de travailleurs salariés non déclarés auprès de la CNSS, parce qu'on sait la CIMER ou les autres, on sait que la pension elle est ce qu'elle est. Quel est votre commentaire sur ces chiffres et sur cet état des lieux? Ces chiffres sont l'expression d'une conséquence et non pas d'une cause. C'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de l'état du marché du travail. Oui. Le marché du travail est dominé par l'informel. Et il est dominé aussi par contrairement à ce qu'on dit souvent, un niveau de flexibilité parmi les plus élevés au monde. Quand vous dites flexibilité? C'est-à-dire que vous avez des gens qui rentrent dans le secteur formel, ils sont déclarés quelques mois à la sécurité sociale et redisparaissent, ils ressortent du secteur formel. Et donc à la fin, quand ils arrivent à l'âge de 60 ans, ils n'ont pas accumulé de jours suffisants de cotisation. Oui. Les gens du secteur dit informel, les travailleurs du secteur libéral, les artisans, les professions libérales, les travailleurs qu'on appelle les non-salariés, eh bien ceux-là ne sont pas obligatoirement assujettis à un régime de protection sociale, de sécurité sociale. Ils arrivent à l'âge de 60 ans, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Finalement, les régimes de sécurité sociale au Maroc et les régimes de retraite, qui sont très anciens, ils remontent au tout début de l'époque du protectorat, c'était des régimes qui étaient destinés d'un côté aux fonctionnaires, donc on avait des caisses de retraite pour les fonctionnaires, qui se sont perpétués, heureusement d'ailleurs, qui continuent. On a ensuite créé des régimes dans les établissements publics, qui sont aujourd'hui gérés par des organismes comme le RCAR. Exactement. La CNSS, créée avec le DAER de 1958, a couvert les salariés du secteur privé, formel, c'est-à-dire les gens qui sont régulièrement déclarés. Mais la majorité des actifs dans notre pays, jusqu'à très récemment, jusqu'au discours royal de 2020, qui a mis en place un régime, qui a annoncé la mise en place d'un régime pour les travailleurs non salariés, c'est des gens non couverts. Et donc ces chiffres, qui sont des chiffres douloureux, c'est-à-dire que vous avez la majorité des gens âgés de plus de 60 ans qui sont à la charge de leur famille. Et c'est toutes les catégories, parce que les gens étaient choqués, certains, de savoir que les médecins ou les avocats qui n'ont pas de retraite, mais aussi on voit se développer le travail par intérim, les sociétés, et ça... Exactement, et cette précarité de la relation professionnelle, la précarité de la relation professionnelle fait que des gens travaillent sans... Ce n'est pas parce que vous êtes en intérim que vous n'avez pas de protection sociale. En principe, quand vous êtes en intérim, vous devez être déclaré. La question, c'est la durée, vous voyez, c'est la continuité de la relation professionnelle. Or, c'est un marché qui est caractérisé par un volant limité, qui est de l'ordre de 450 à 500 000 salariés qui sont stables, qui sont déclarés toute l'année dans le secteur privé à la caisse de sécurité sociale. Vous avez les fonctionnaires qui sont déclarés tout le temps à leur organisme de protection sociale. Et pour le reste, on est dans un vaste désert de protection sociale. Absolument. Il y a le désert et il y a aussi ce manque de convergence parce qu'il y a une diversité de régimes. Et il y a un problème aussi de cadre réglementaire, de gouvernance et de pilotage. Les régimes sont cloisonnés, ils fonctionnent avec des paramètres complètement différents. Et vous avez justement au sein du CESE préconisé une accélération de la mise en œuvre de la réforme structurelle des régimes de retraite, mais aussi une harmonisation. Comment on peut atteindre cette harmonisation? Et là, on revient sur les principales recommandations cette fois-ci, qu'a émis le CESE. Alors, le système des pensions au Maroc, je vous ai dit, donc c'est un système, c'est un îlot, c'est un champ très limité de la population active qui est couverte, vous avez rappelé les chiffres.
Et ce champ, en soi déjà limité, il est balkanisé entre le public et le privé, et au sein du public parmi plusieurs organismes, et au sein du secteur privé entre deux grands organismes. Vous avez la CNSS et vous avez la CIMR, qui fonctionnent de façon pas très rationnelle, parce que, en principe, la CIMR aurait vocation à être un régime complémentaire à celui de la CNSS. Or, aujourd'hui, c'est un régime qui est supplémentaire. Vous voyez, c'est-à-dire que la CIMR aujourd'hui, pour ceux qui y adhèrent, prélève des cotisations au premier dirham et non pas à partir du plafond de 6 000 dirhams. Donc on est dans une situation, une sorte de maquis, un puzzle. Vous voyez, c'est un puzzle qui exige qu'on y mette un peu de cohérence, comme vous avez dit. Et ça a été une des grandes recommandations du CESE, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui raisonner out of the box, comme on dit. Il faut sortir des petits ajustements de paramètres, remettre à plat à partir de principes simples. Oui. Voyez, à partir de principes simples. Premier principe, c'est l'universalité. Il faut que tous les actifs puissent bénéficier d'une protection retraite, d'accord, pour leur vieux jour. Et que cette affiliation à un régime de retraite soit obligatoire. Elle ne peut pas être facultative. Pourquoi elle doit être obligatoire ? Elle doit être obligatoire parce que quand on est jeune, on souffre tous de ce qu'on appelle la myopie. Quand on est jeune, on a tous le sentiment que la retraite, c'est loin, et qu'on aura le temps de voir venir, et qu'on aura le temps de mettre de l'argent de côté, etc. Sauf que la vie passe vite, et 60 ans, 65 ans, ça arrive vite. Donc c'est pour ça que le principe de l'obligation a été instauré au niveau universel. Les premiers régimes, au niveau national, ça a été des régimes obligatoires. Donc peut-être obligation et solidarité. Solidarité sous un plafond. C'est-à-dire que on peut aujourd'hui, le plafond de la CNSS, par exemple, est à 6 000 dirhams. C'est très, très insuffisant, parce qu'il n'a pas bougé depuis 20 ans, plus. L'idée, c'est que sous un plafond, par exemple, de 10 000 dirhams, tous les revenus cotisent dans un régime en répartition. Au-dessus de 10 000 dirhams, il y aurait, là encore, un régime obligatoire qui peut être géré pour partie en répartition et pour partie en capitalisation. Et pour ceux qui le souhaitent, les salariés qui le souhaitent, il pourrait y avoir un troisième pilier qui serait un pilier en capitalisation sur des comptes individuels. Pour arriver à cette situation cible, évidemment, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il faut du temps et il faut des étapes. L'idée serait de pouvoir commencer par un pôle public qui réunirait l'ensemble des caisses du secteur public, un pôle privé qui réunirait et qui articulerait mieux la relation entre la CNSS et la CIMR et qui ferait de la CIMR une caisse, je répète, complémentaire et non pas supplémentaire comme c'est le cas aujourd'hui. Mais pour faire ça... Obligatoire, bien sûr. Oui. Et pour faire ça, on peut s'attendre à tout, on peut compter sur toutes les bonnes volontés qu'on veut, on ne bougera pas s'il n'y a pas un pilotage institutionnel, voyez, avec une vision et un cadre, et un cap temporel, c'est-à-dire un horizon de 10 ans, et un pilotage. Et c'est l'une des recommandations du CESE qui soit fait par une sorte de haut conseil qui serait multipartie prenante, dans lequel tous les points de vue et tous les intérêts seraient représentés, mais avec un cap. Et cette façon de faire est absolument indispensable. Si on veut sortir aujourd'hui de la situation dans laquelle on est, où personne ne bouge, et quand on bouge, comme la mesure qu'on évoquait tout à l'heure, la petite mesure... C'est pas forcément, d'après vous, dans le bon sens. Quand vous créez des mesures parcellaires, fragmentaires, en fait, vous retardez la capacité du système à se réformer. Oui, alors, vous avez parlé de l'échéance et tout ça. Que pensez-vous justement de l'échéancier mis en place pour la réforme des retraites ? Et sur le plan législatif, où en sommes-nous de la promulgation des textes juridiques ou réglementaires nécessaires pour assurer justement cette convergence des régimes de retraite ? Est-ce qu'il y a un travail sur ce plan ? Alors, la loi cadre qui a été adoptée après le discours royal de 2020 évoque l'année 2025 pour la mise en place d'un minima vieillesse pour tous les actifs. 2025. Par rapport au moment où ce texte a été adopté, cette loi cadre, ça paraissait un délai raisonnable.
Sauf qu'on est en 2022 et 2025, c'est après-demain. C'est demain ou après-demain. Et je crains là encore que si rien ne bouge, et j'espère que les choses vont bouger, mais si rien ne bouge rapidement, je crains que le rendez-vous de 2025 et la pension minimale ne soit pas au rendez-vous. Et cette pension minimale ne peut pas être une mesure juste technique, ponctuelle. Il faut l'intégrer, en fait, dans un dispositif et un process de réforme systémique, hein, et pas simplement un petit ajustement. Parce que la grande question qui se pose, c'est celle du financement. Et pour financer les retraites, eh bien, il faut aller chercher la ressource. Évidemment, les salariés, les fonctionnaires cotisent, mais leur capacité de cotisation n'est pas illimitée. Oui. La capacité de cotisation des entreprises non plus n'est pas illimitée. Celle de l'État non plus n'est pas illimitée. Où chercher l'argent? Eh bien, c'est des ajustements qu'il va falloir penser. Comme celle de l'âge de retraite, déjà? L'âge de la retraite, un meilleur ciblage de la politique de compensation, oui. Mais aussi un allongement des durées de cotisation et surtout une réforme du marché du travail qui fasse que les gens travaillent, que les gens aient la possibilité de travailler dans le secteur formel. Il y a aujourd'hui de l'activité, il y a de la création de richesses, mais qui échappe à la contribution au social. Or, le social, il y a deux façons de le financer. Il y a trois façons, en fait. Il y a une première façon par l'impôt, et la capacité à prélever l'impôt, elle est limitée. La deuxième, c'est la cotisation, la contribution. Et là, c'est la formalisation de l'activité, des relations professionnelles qui fait que les gens peuvent contribuer. Et la troisième, qui touche à ces limites, parce que c'est celle sur laquelle on s'appuie aujourd'hui, c'est le financement par les familles. Or, les familles elles-mêmes aujourd'hui sont en difficulté. L'époque où un chef de famille ou une chef de famille, d'ailleurs une chef de famille, parce qu'aujourd'hui le tiers des chefs de famille sont des femmes. Ce sont des femmes, oui. Vous voyez, et leur capacité aujourd'hui à porter, comme c'était le cas jusqu'à il y a quelques années, 7 personnes, parfois jusqu'à 10 personnes, hein, on portait 2 générations. Aujourd'hui, ça devient très très difficile. Parce que les charges ne sont plus les mêmes, parce que l'école publique ne fonctionne pas, parce qu'il faut santé, payer l'école, la santé. Et puis le taux d'activité des femmes qui a considérablement baissé. Donc une des solutions aussi, et qui est indispensable, c'est d'augmenter le taux de cotisation des femmes. Le taux d'activité des femmes. Le taux d'activité des femmes au Maroc, en milieu urbain, est descendu en dessous de 16%. Comment voulez-vous financer un système de protection sociale? Comment voulez-vous faire une croissance à 6 et 7% comme on en a besoin, si on veut juste stabiliser l'emploi, avec l'écrasante majorité des femmes qui sont en dehors du champ de l'activité? Vous voyez, donc la solution, elle est systémique, elle est multifactorielle, elle exige un pilotage. Ça a été d'ailleurs admirablement bien pointé dans le rapport sur le nouveau modèle de développement. Oui. Donc en fait, la capacité du Maroc et des Marocains à poser des diagnostics, elle est formidable. On sait diagnostiquer les choses. Le problème, c'est de basculer de l'analyse des constats à l'action. Et l'action, elle exige de la cohérence, elle exige de la volonté, elle exige de la responsabilité. Et ça s'improvise pas. Ça, c'est une. Donc vous n'êtes pas très optimiste pour le moment, mais ce n'est pas impossible si on réajuste, si on a une véritable vision, un véritable cap, et pas soigner les symptômes, mais vraiment la maladie. Absolument. Moi, je ne suis pas du tout, contrairement à ce que vous avez peut-être pu croire, je ne suis pas pessimiste. Non, vous êtes. Moi, j'ai comment on dit, j'ai le pessimisme de la lucidité, mais j'ai l'optimisme de la volonté, et je crois à l'optimisme de la volonté, et c'est un pays où les choses peuvent aller vite quand on veut y mettre les moyens. Merci beaucoup, Fouad Ben Saddeq, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes membre du CESE, catégorie des experts, entre autres, auteur du rapport du CESE en 2018 sur la protection sociale. Merci, cher monsieur. Merci et à vous. Très bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.